Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Procure en parle. Ici Winston McQuaid, porte-parole de Procure et maître de cérémonie durant le mois de septembre, le mois de la sensibilisation au cancer de la prostate. Comme l'information est notre premier remède, c'est avec plaisir que nous vous présentons le deuxième de 4 webinaires hebdomadaires pendant le mois de septembre. Et aujourd'hui, nous aborderons le nouveau diagnostic. Ça va intéresser plein de gens, je crois. Comment choisir un traitement? Avec le docteur Thierry Lebeau, que nous avons déjà accueilli, chirurgien urologue et chef de service au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Et nous aurons droit à une présentation par notre spécialiste, suivie d'une période de questions. Et parlant justement de questions, merci pour celles déjà reçues à Procure, plutôt info@procure.ca. Et sinon, vous pouvez le soumettre en utilisant le bouton QA qui est juste au bas de votre écran. Veuillez noter que comme les effets secondaires des traitements seront abordés la semaine prochaine, une question sur un diagnostic ou le traitement de cette maladie seront priorisées effectivement aujourd'hui, par rapport aux questions, dis-je. Avant de débuter, nous tenons à remercier tous nos donateurs du fond du cœur, mais également le présentateur officiel de ce webinaire, Industriel Alliance, et nos partenaires Astellas, de même que l'Association des urologues du Québec et du Canada. Alors, Docteur Lebeau, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et sans plus tarder, je vous cède la parole. L'écran vous appartient. Merci Winston, merci de l'invitation à Procure aussi. Merci de nous donner l'occasion de parler du cancer de la prostate qui est une grande partie de mon quotidien. C'est pas la première fois que je participe aux conférences de Procure, puis les retours qu'on en a sont toujours très encourageants. Ça nous donne toujours envie de participer un peu plus. Je pense que dans toutes ces situations nouvelles-là, les informations sont cruciales pour permettre aux gens d'apprivoiser leur diagnostic, mais de savoir un peu mieux comment se diriger. Donc, c'est avec plaisir que je me joins à vous ce soir pour vous faire une présentation sur la prise en charge initiale du cancer de la prostate. Un bref aperçu de ce dont on va parler aujourd'hui. Évidemment, c'est difficile de parler uniquement des options de traitement sans mettre la table, en fait, pour savoir de quoi on parle. On va parler un peu des différents cancers de la prostate sans entrer dans les détails. On va parler des scores de Gleason et des différents stades. On va faire un bref survol parce que quand même en 45 minutes, c'est assez difficile d'entrer dans les détails de chacun de ces traitements-là, mais je vais essayer de les démystifier chacun d'entre eux, puis de voir comment on aborde dans notre tête de médecin, puis dans la tête, en fait, comment on essaie d'accompagner les patients dans leur prise de décision. On va parler de surveillance active, de chirurgie radicale, quelle que soit l'approche, de radiothérapie externe, de curithérapie. On va parler de ce qui fait qu'on choisit un traitement, puis pourquoi chez certaines personnes, un traitement est peut-être supérieur à un autre, mais pourquoi dans d'autres circonstances, ce n'est pas le cas. Puis je prendrai le temps avec plaisir de répondre à vos questions. Comme je vous disais tout à l'heure, ce qui mène à un cancer de la prostate, c'est du dépistage dans la très grande majorité des cas. Le bon dépistage en bref, puis là, c'est vraiment en très bref parce qu'il y a déjà eu une conférence là-dessus. En fait, le dépistage s'adresse généralement, on dit aux hommes de 50 à 70 ans avec certaines nuances. On suggère dans la population générale d'essayer d'établir quels patients ont une espérance de vie d'au moins 10 ans. On suggère de doser une première fois l'APS autour de 50 ans ou en tout cas une fois dans la quarantaine. Si l'APS est très basse, c'est-à-dire en dessous de 1, on peut se permettre d'espacer très rapidement les dosages d'APS en sachant qu'il est très peu probable qu'un cancer se développe à brève échéance. Très peu probable, il faut comprendre qu'on n'a pas de garantie. La médecine a quelque chose de parfois imprévisible, mais on est assez à l'aise, si on regarde sur des banques de données très importantes de patients, de suggérer que ce n'est pas nécessaire de faire des APS plus fréquemment, ni même des touchés rectaux. Plus l'APS augmente, plus statistiquement, il est possible d'avoir un cancer de la prostate. Donc, de 1 à 3, on suggère de le faire aux 2 ans. Et quand l'APS est au-dessus de 3 dans un dosage initial de dépistage, on peut faire des suivis annuels. On est assez à l'aise de suggérer ça. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible qu'une maladie progresse très rapidement et de façon inhabituelle. Mais là, on parle vraiment d'épidémiologie et d'évolution normale de ce genre de maladie-là. Une fois qu'on a un APS qui est anormal, ça mène parfois à des résonances magnétiques, parfois à des biopsies de la prostate. Puis c'est à partir de là qu'on pose un diagnostic.
Le diagnostic, en fait, c'est essentiellement des anomalies cellulaires qu'on va noter sur la biopsie. Le PSA, ça nous aide à évaluer quels patients vont mériter puis vont bénéficier d'une biopsie de la prostate. La biopsie, elle, va analyser le tissu lui-même de la prostate une fois qu'on va en faire un échantillonnage. C'est important de comprendre aussi que dans la très grande majorité des cas, on fait un échantillonnage, c'est-à-dire qu'on prend la prostate dans son entier, on la sépare en 12 secteurs, puis on va chercher généralement 12 biopsies, sans cibler une lésion en particulier, parce que nos échographies, de façon générale, ne sont pas en mesure d'identifier les lésions, même celles qui sont parfois vues à la résonance magnétique. On a des outils qui s'affinent, qui nous permettent d'améliorer la qualité des biopsies, mais une biopsie nous permet surtout d'avoir une idée de ce qui se passe de façon générale dans la prostate. Une biopsie négative est très rassurante, mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible qu'on ait un petit cancer qu'on a évité. On le sait dans notre tête de clinicien, puis si le cancer est si petit pour qu'on ne l'ait pas diagnostiqué, bien, ça nous rassure. Ça veut dire que ce n'est probablement pas un cancer qui est significatif et qui va progresser assez pour porter atteinte à l'espérance de vie, par exemple. Le score de Gleason, je vous en ai glissé un mot. En fait, on donne un score qui est sur 10, puis c'est l'addition de deux patterns cellulaires anormaux. Vous voyez ici à la droite de l'écran sur la diapo une prostate qui est à peu près normale ou un score de Gleason 1, puis plus on progresse jusqu'à un score de Gleason 5, vous voyez que les cellules se dénaturent complètement puis deviennent de plus en plus anarchiques. Ça corrèle également avec l'agressivité potentielle de ces cancers-là. Ici, on a des cellules qui ont l'air toutes gentilles et qui n'ont pas l'air trop agressives, alors qu'ici, on voit qu'elles ont complètement perdu leur forme habituelle. Ce que fait le pathologiste, qui est le médecin en fait qui regarde les biopsies de la prostate, c'est qu'il essaie d'identifier le genre de pattern cellulaire qu'il voit. Plus les cellules sont agressives, plus on donne un score élevé. Le score le plus élevé étant 5 et le score le moins élevé quand on parle de cancer étant de 3. Et puis on additionne les deux patterns les plus fréquents, c'est-à-dire que s'il n'y a que du 5 plus 5, on dit que c'est du cancer 5 plus 5, mais si on a beaucoup de cancer à 3, par exemple, et un peu de cancer à 5, on dit que c'est du 3 plus 5. C'est des situations qui sont plus atypiques, mais ça nous donnera un score total de 8 sur 10. Un cancer à 6 sur 10, ça reste les cancers les moins agressifs. Un cancer à 5 sur 10, ça n'existe pas. On considère que c'est des atypies cellulaires et ce n'est pas considéré comme étant du cancer. Dépendamment de ce qu'on trouve sur nos biopsies et dépendamment du PSA initial, on peut vouloir aller chercher des informations supplémentaires, entre autres un scanner abdominopelvien qui nous permet de voir s'il y a de la maladie qui semble être à l'extérieur de la prostate déjà, une scintigraphie osseuse qui nous permet d'évaluer les os, les os étant un endroit de prédilection pour les métastases, donc le cancer qui sort de la prostate a un trophisme important en fait pour les os, il va avoir tendance à s'attaquer aux os. Et parfois, on va faire des résonances magnétiques qui nous permettent d'évaluer la grosseur de la prostate, des envahissements parfois locaux, puis qui peuvent nous permettre à ce moment-là de mieux identifier le traitement pour un patient donné. Ce pas des examens qu'on fait systématiquement, mais c'est des examens qui sont parfois pertinents dépendamment du tableau initial. Le stade de la tumeur, très généralement, en fait, quand on regarde la grande majorité des cancers qu'on diagnostique en 2022, ils sont de stade T1, c'est-à-dire qu'ils sont découverts à la suite d'un APS qui est un peu élevé ou parfois sur des spécimens de résection transurétrale de la prostate. Mais ça, c'est une situation qui est quand même un peu plus rare. Donc, ce pas des maladies qui sont symptomatiques. Les gens ne se présentent pas chez nous parce qu'ils ont eu du sang dans les urines, parce qu'ils ont de la difficulté à uriner. C'est bien un test de dépistage qui est mené au diagnostic. Parfois, on peut palper en fait un petit nodule dans la prostate. Quand il est petit, on appelle ça un stade T2A, un stade clinique. Un stade T2B, c'est quand la masse est un peu plus grosse d'un seul côté de la prostate, puis ainsi de suite, jusqu'à un stade T4, quand on a l'impression que cliniquement, puis là, quand on parle vraiment de clinique, c'est quand on fait un toucher rectal, par extension, la résonance magnétique nous aide des fois à établir le stade, mais quand on a un stade T4, c'est une maladie qui est très importante localement, qui est très facilement palpable, puis qui dépasse la prostate. On stratifie également en fonction du PSA, en fonction du stade, puis en fonction du score de Gleason, le risque en fait du cancer de la prostate. Généralement, là, pour simplifier les choses, on parle d'un faible risque, d'un risque intermédiaire et d'un risque élevé. C'est très important de saisir cette nuance-là parce que tous les cancers ne sont pas les mêmes. On appelle cancer des choses qui, même dans notre tête d'urologue, ne devraient peut-être pas être appelées des cancers. Puis c'est très important pour nous, quand on annonce des diagnostics comme ça, de trouver les mots jusqu'à un certain point pour rassurer les gens.
Là, on parle vraiment de cancer à faible risque. Quand on dit à faible risque, c'est à faible risque de se développer de façon significative, de sortir de la prostate et éventuellement de faire que les gens vont en décéder. C'est les patients qu'on veut identifier pour éviter de les soumettre à des traitements qui ont des conséquences et des complications potentielles qui peuvent être très incommodantes. Alors, nous, notre rôle d'urologue, c'est d'essayer d'identifier qui va bénéficier, entre guillemets, d'un traitement. Ce qu'on entend par bénéficier, c'est guérir la maladie, mais éventuellement sauver la vie des gens, ce qui est très rarement le cas avec un cancer de faible risque parce que l'évolution étant indolente, ne rien faire est parfois suffisant. C'est important de le saisir. Donc, encore un peu la même distinction. Quand on parle d'un cancer à faible risque, ben, on a une très bonne chance de le guérir. En fait, si on opérait tout le monde qui a un cancer à 6 sur 10, on aurait probablement 99% de succès. Pourquoi je ne dis pas 100%? Ben, la médecine, ce n'est pas quelque chose qui est garanti à 100%. Je dis souvent à mes patients qu'on ne vend pas des électroménagers avec des garanties. On a de très bonnes statistiques, on a une très bonne expérience clinique, mais il y a toujours des choses qui sont atypiques qui peuvent se produire. Puis il faut nous-mêmes, comme médecins, rester bien humbles quant aux objectifs et aux résultats qu'on peut atteindre. Mais la possibilité de guérir est très élevée. Même chose pour le risque intermédiaire. Dans le risque élevé, on a une chance de guérir, mais plus le risque augmente, plus notre chance de guérir est moins élevée. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des bonnes chances de prolonger la vie de façon très significative, mais on arrive très souvent à guérir de ces maladies-là. Une fois que la maladie est métastatique, on considère qu'on n'arrive pas à la guérir. Par contre, on arrive de plus en plus à en faire une maladie chronique. Oui, on peut décéder du cancer de la prostate en 2022, mais on arrive avec toutes les thérapies qu'on arrive à faire à prolonger de façon très significative la qualité de vie, puis dans un deuxième temps, la quantité de vie. Très souvent, en fait, on a la même discussion avec les patients qui sont un peu incrédules face au diagnostic parce qu'ils nous disent ben, je ne suis pas symptomatique, je suis en forme, je ne prends pas de médicaments, j'ai toujours fait attention à ce que je faisais. Malheureusement, ben, il y a une très forte incidence génétique au cancer de la prostate, mais très souvent, ce n'est pas parce que les gens ont des comportements ou des habitudes de vie qui mènent au fait de développer un cancer de la prostate. Ce n'est pas comme la cigarette, par exemple, ce n'est pas comme une consommation d'alcool importante qui pourrait donner des problèmes hépatiques. C'est souvent malheureusement une mauvaise carte pour notre pigé et ça reste une maladie qui est très fréquente. On dit qu'un homme sur 7 va être diagnostiqué avec un cancer de la prostate au cours de sa vie. Quelles sont les options de traitement? Là, c'est vraiment le corps de ma présentation ce soir. On va faire un survol de ce qui s'offre dans notre bureau comme option pour chacun des patients qu'on rencontre. Quand on a un cancer localisé de la prostate, puis tout de suite, j'exclus les cancers qui sont avancés. Là, je vous ai glissé un mot des cancers métastatiques, mais ce n'est pas l'objet de la présentation ce soir. Ce qu'on a comme option de traitement, c'est ce que vous voyez, c'est-à-dire de la surveillance active, de la chirurgie ou de la radiothérapie. De la chirurgie, quelle que soit la forme qu'elle prend, c'est une chirurgie qui est radicale, qui peut être faite par voie ouverte, par voie robotique, par voie laparoscopique. La radiothérapie peut être externe, ça peut être de la curithérapie. Puis la surveillance active, ben, on considère que c'est un traitement, mais c'est surtout une surveillance très rapprochée des patients avec pour but d'éloigner autant que possible le moment où on va faire un traitement. Ça ne veut pas dire que jamais il va y avoir un traitement, mais ça veut dire que tant que c'est raisonnable, on essaie de le repousser. C'est difficile de parler de surveillance active sans parler des effets secondaires. Encore là, bien que ce ne soit pas l'objet de notre présentation ce soir, mais la raison pour laquelle on ne veut pas opérer tout le monde, c'est que ce n'est pas anodin un traitement pour le cancer de la prostate. On va y revenir un peu plus loin, mais que ce soit de la chirurgie ou de la radiothérapie, ça comporte un certain nombre d'effets secondaires que les patients vont devoir accepter, qui ne sont pas toujours permanents, mais qui vont certainement exister. Quand on a un faible risque, là, je vous ai parlé des scores de Gleason de 6, des APS qui sont très généralement en bas de 10. Généralement, on va suggérer, puis on va essayer d'orienter nos patients vers de la surveillance active. Ça veut dire que nous, comme chirurgiens ou comme radiothérapeutes, on estime que c'est des maladies qui risquent fort probablement d'avoir un comportement indolent et qu'on peut se permettre de les observer. Ça ne veut pas dire qu'on ne verra jamais les patients puis que dans 10 ans, on va se rendre compte qu'on aurait donc dû, mais ça veut dire qu'il nous semble raisonnable de prendre le temps de voir comment va évoluer la maladie. Dans la discussion initiale, quand on parle de surveillance active, c'est important d'essayer de comprendre le niveau d'anxiété de nos patients.
très généralement, on arrive quand même à désamorcer une anxiété importante en choisissant les bons mots quand on pense que c'est un traitement qui est approprié. Mais il y a des patients qui n'arrivent pas à vivre avec l'idée qu'ils ont un diagnostic avec un cancer qui est très peu probable qu'il progresse ou qu'il se développe, et puis qui vont être très demandeurs d'avoir un traitement, auquel cas on peut certainement faire des prostatectomies, donc enlever la prostate, ou faire de la radiothérapie. Quand on a un faible risque, on a parlé de la chance de guérison qui existait, bien évidemment, notre objectif est curatif, c'est-à-dire que quand on choisit un traitement, c'est parce qu'on veut guérir. Même quand on fait de la surveillance active, c'est parce qu'on pense qu'éventuellement, on peut guérir. Dans le cas d'un risque intermédiaire, puis encore là, je n'entre pas beaucoup dans les détails, là, ceux qui ont eu un diagnostic récent de cancer de la prostate, je vous invite à poser la question directement à vos thérapeutes afin de savoir précisément de quel genre de catégorie on parle. Mais généralement, le risque intermédiaire n'est pas candidat à la surveillance, à moins qu'on ait un âge relativement avancé ou une espérance de vie de moins de 10 ans. Puis là, on peut se poser la question sur pourquoi on a fait une biopsie de la prostate si on ne pense pas que ça mérite un traitement. Puis ça, c'est une autre boîte de Pandore que je ne vais pas ouvrir ce soir. Par contre, si on a un risque intermédiaire, ben, notre objectif va être d'enlever la maladie, soit par une prostatectomie radicale, soit par radiothérapie. Puis dans certains contextes, il y a des essais cliniques qui peuvent s'ajouter à tout ça. Puis encore là, notre objectif est curatif. Plus le risque est défavorable, ben, plus la discussion va être importante à savoir ce qu'on va choisir comme traitement. Puis je vais vous décortiquer ça un petit peu plus loin. Mais évidemment, c'est très difficile de parler uniquement de risque défavorable sans parler du patient dont il est question. C'est-à-dire que nous, notre objectif quand on a un diagnostic, c'est pas de faire entrer un patient dans une petite boîte, dans la boîte prostatectomie radicale ou dans la boîte radiothérapie. Là, chez qui on a trouvé un cancer, si on regarde son âge, ses problèmes de santé, il va être servi mieux par quel genre de traitement. Puis on travaille de concert tout le temps, les radiothérapeutes et les urologues. On n'est pas, heureusement ou malheureusement, on a beaucoup trop de travail. Alors on n'est pas en train de se chercher des patients à traiter, ce qui nous permet très objectivement de suggérer, en étant très à l'aise, des traitements qu'on estime être les meilleurs pour nos patients. Quand je dis suggérer, notre perspective est très généralement aussi d'accompagner les gens dans leur prise de décision et non pas de prendre la décision pour eux. Il y a des gens qui veulent qu'on la prenne pour eux, mais c'est toujours le fruit d'une discussion saine, j'ai envie de dire, pour que les gens comprennent où on s'en va. Quand on dit que toutes les options sont équivalentes dans le traitement du cancer de la prostate, c'est vrai quand on regarde des études épidémiologiques. Il y a un bémol quand même à apporter, dépendamment du genre de patient qu'on a devant nous. Puis moi, il n'est pas rare que je suggère à des patients qui viennent me voir pour se faire opérer, mais que je leur dise que le meilleur traitement pour eux, dans ma tête de médecin, c'est plutôt de faire de la radiothérapie. J'utilise comme métaphore imaginez que vous entrez chez le concessionnaire Toyota et que c'est vraiment ça que vous voulez vous acheter, mais que le vendeur vous dit que c'est vraiment pas ça qu'il faut que vous achetiez, là, écoutez-le. Parce que si moi je pense que c'est pas une bonne option de traitement, c'est mon travail d'expliquer pourquoi. Mais c'est vrai que toutes les options ne se valent pas pour tout le monde, puis que dans certaines circonstances, il y a des traitements qui sont meilleurs pour certains. Quand la maladie est métastatique, encore là, ce n'est pas tellement l'objet de notre présentation aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis ça fait aussi que c'est un cancer particulier, le cancer de la prostate, parce qu'il y a des maladies que moi-même je traite, entre autres comme le cancer de la vessie. Quand on a des diagnostics de maladies métastatiques, on n'est plus démunis comme médecin, puis on est conscient que c'est une très mauvaise nouvelle. Le cancer de la prostate, dépendamment de l'âge des patients puis dépendamment du genre de maladie qu'ils ont, en fait, on a plein d'options qui sont offertes devant nous. Puis généralement, on n'est pas dans une perspective de quelques mois, sauf dans des situations exceptionnelles, mais on est vraiment dans une perspective de choses qu'on peut faire puis de manipulation hormonale ou chimiothérapeutique qui vont nous permettre d'avoir une espérance de vie de plusieurs mois, voire de quelques années. Dans certains cas, même de plusieurs années, même avec un diagnostic de maladie très avancé. Donc, on a parlé un peu de surveillance active. Si on en regarde les avantages, en fait, l'objectif principal, c'est de retarder les traitements. Retarder les traitements pour éviter les effets secondaires, pour préserver une vie sexuelle et une continence qui sont normales. Donc, maintenir la qualité de vie autant qu'on peut, puis éviter le surtraitement. Quand on parle de la controverse du cancer de la prostate, en fait, la corollaire de ça, c'est le surtraitement. C'est qu'il y a une trentaine d'années, on traitait tout le monde qui avait un diagnostic de cancer de la prostate en étant très agressif. On sauvait beaucoup de vies,
Mais on s'est rendu compte, pardon, qu'on faisait probablement trop de traitements pour l'agressivité des maladies. Alors, on faisait des traitements, entre guillemets, inutiles. Donc, notre objectif est d'identifier les patients qui vont bénéficier d'un traitement, puis de ne pas suggérer des traitements qui sont parfois trop agressifs. On peut imaginer que c'est comme prendre parfois un bat de baseball pour écraser une mouche. Ben oui, on va tuer la mouche, mais peut-être qu'on va faire beaucoup d'autres dommages en même temps. Les inconvénients de la surveillance active, ben, c'est certainement les suivis réguliers, c'est-à-dire que ça implique une bonne alliance thérapeutique avec son médecin, ça implique des prises de PSA relativement fréquentes, des touchés rectaux, ça implique de répéter des biopsies. Dans certains protocoles, on veut les répéter plus fréquemment, dans d'autres, on les espace un petit peu plus, mais ça implique d'avoir des biopsies qui sont parfois des mauvaises expériences. Il y a des gens qui trouvent ça plutôt anodin, il y en a qui trouvent que c'est de très mauvaises expériences, donc c'est important de discuter, puis essayer de comprendre les besoins et les attentes de nos patients. Je vous ai parlé de l'anxiété aussi, puis pour moi, comme clinicien, ça reste une des choses que je perçois le plus chez mes patients. Puis au fil du temps, ben, j'ai essayé, puis je pense avoir trouvé dans la majorité des cas des mots qui arrivent à apaiser les gens, puis qui arrivent à leur faire comprendre en fait la non-agressivité de leur maladie, puis dans une bonne alliance thérapeutique qui nous permet de faire de la surveillance qui est tout à fait appropriée. Il y a quand même de très bonnes études, on ne fait pas du bricolage. Le cancer de la prostate étant si fréquent et si bien étudié, ben, il y a plusieurs cohortes qui ont démontré que c'était un traitement qui était tout à fait sécuritaire. Quand on regarde à 15 ans de la survie des patients qui étaient enrôlés dans des études de surveillance active, ben, il y en a 99 qui étaient vivants. Il y en a beaucoup qui ont été traités. Là, dans cette étude-là, on parle de 52 des patients, mais la majorité, c'était le choix des patients. Donc, des fois, à cause d'une certaine anxiété, à cause de discussions, à cause d'envie de progresser, puis d'avancer, en fait, puis de régler le problème. Donc, dans certaines circonstances, c'est vraiment le choix du patient le choix du patient reste très généralement la meilleure décision. Quand on impose quelque chose au patient, on a beaucoup de chances de se tromper. C'est important, donc, quand on traite à la progression, ce qu'on appelle la progression, c'est quand le PSA augmente de façon significative, quand on refait des biopsies, puis le score de Gleason n'est plus de 6, mais de 7, 8 ou 9 ou 10. C'est plus atypique que ça monte rapidement, mais c'est des choses qui peuvent se voir. Donc, on sait qu'il n'y a pas de différence de survie quand on traite seulement la progression. Donc, ça ne se fait pas au détriment de la survie, le fait qu'on retarde le traitement. Donc, les messages à retenir pour le traitement, pour la surveillance active, c'est que les effets sur la fonction sexuelle et urinaire sont diminués. Ça a moins d'impact sur la qualité de vie si on ne fait pas de traitement. Après, je vous ai parlé beaucoup d'anxiété, mais c'est vrai que l'anxiété peut devenir parfois envahissante puis avoir un impact significatif sur la qualité de vie. Donc, il faut mesurer le pour et le contre de tout ça. Quand on parle de chirurgie radicale, l'objectif, c'est d'enlever la prostate, les vésicules séminales. Dans certaines circonstances, les ganglions qui sont autour de la prostate. Certains les enlèvent systématiquement, d'autres les enlèvent jamais. Puis la majorité des gens les enlèvent dans certaines circonstances pathologiques, selon le PSA, selon le genre de maladie qu'on voit à la biopsie. Donc, ces trois approches qui, dépendamment de qui les fait, vont donner d'excellents résultats. On ne peut pas vraiment prétendre que la chirurgie ouverte est supérieure à la chirurgie laparoscopique ou à la chirurgie robotique. Il y a des bonnes études qui démontrent que moins la chirurgie est invasive, plus la récupération est rapide. Mais les résultats oncologiques dans les mains d'un expert sont très bons. On peut faire une très mauvaise chirurgie robotique, comme on peut faire une excellente chirurgie ouverte. Alors, la clé, c'est pas tant le robot ou l'approche, c'est beaucoup plus la personne qui fait l'intervention. Les avantages de la chirurgie radicale, ça nous permet d'analyser la prostate en entier parce qu'on l'enlève en entier. Donc, on a une très bonne idée de l'envahissement local de la maladie. Ça nous donne une bonne idée de son étendue. Ça nous permet aussi de mesurer le PSA une fois qu'on a enlevé la prostate. Quand on enlève la prostate, le PSA devrait être à 0, puisque c'est le PSA qui est l'antigène prostatique spécifique ou l'APS est uniquement sécrété par des cellules de prostate. Donc, si on enlève la prostate et que l'APS n'est pas à 0, ça veut dire qu'il reste des cellules en circulation qui peuvent éventuellement progresser.
Et ça nous permet de mieux stratifier quels patients vont bénéficier, en plus de la chirurgie parfois, de radiothérapie de rattrapage. Le cancer de la prostate est une maladie qui est bien différente du cancer du sein, mais quand on a un cancer du sein, souvent, on va avoir un cocktail d'emblée, indépendamment des résultats chirurgicaux. On va faire de la chirurgie, de la radiothérapie et de la chimiothérapie. En cancer de la prostate, on a le loisir, entre guillemets, de s'adapter puis de donner de la radiothérapie à certaines situations particulières, donc d'éviter un certain nombre d'effets secondaires. Ce qui peut arriver quand on a une chirurgie, bien évidemment, tout l'appareil sphinctérien qui permet de retenir les urines est très accolé à la prostate. Donc, une des complications assez classiques est l'incontinence urinaire d'effort. Plus on a l'habitude de faire ces chirurgies-là, moins on a d'incontinence. Par contre, il n'y a personne qui a des résultats de 100% de continence parfaite. On a beau avoir fait des centaines de ces chirurgies-là, puis j'en fais encore à toutes les semaines. J'ai très généralement de très bons résultats, mais il m'arrive d'avoir des patients qui sont très incontinents. Puis c'est indépendant, j'ai envie de dire, du geste technique. C'est une guérison qui est parfois différente chez différents sujets. Puis ça, ben, c'est important de prendre le temps de l'expliquer aux gens. La dysfonction érectile, c'est une complication assez fréquente. Là. De façon générale, on dit que 50% des hommes sont à risque de développer de la dysfonction érectile après une chirurgie radicale de la prostate. Encore là, dans la population qu'on traite, il y a plein de gens qui n'ont pas des érections normales avant la chirurgie. Alors, c'est certain que le fait de se faire opérer, ça ne donne pas des érections qui sont meilleures. Puis ça fait partie aussi des choses qu'il faut mettre en perspective. C'est une chirurgie qui nécessite une anesthésie générale, qui nécessite une hospitalisation. Rarement, on fait ça en chirurgie d'un jour, mais ce n'est pas quelque chose qui est standard en 2022. Très généralement, les gens dorment une journée à l'hôpital et par la suite sont en phase de récupération avec une sonde qu'ils vont garder dans le pénis pendant une semaine. Les complications graves sont rares, pardon. Des AVC ou des hémorragies ou des thrombophlébite, c'est des choses qui peuvent arriver, qui font partie des risques généraux. Encore là, plus on a une équipe qui est habituée et qui est rodée, plus les hospitalisations sont courtes, plus la récupération se fait rapidement. Il ne faut pas banaliser ce que c'est, puis dans la tête du chirurgien non plus. Plus on en fait, plus ça devient un peu routinier. Mais c'est à ce moment-là qu'arrivent des accidents. Oui, ça peut arriver des complications, bien que ce soit rare. Un patient bien préparé récupère toujours mieux qu'un patient chez qui il arrive des complications auxquelles il n'avait jamais pensé ou bien desquelles il n'avait jamais été avisé. La radiothérapie externe, elle, c'est une option. En fait, c'est des rayons qui vont permettre de détruire les cellules de prostate elles-mêmes. Puis, ça va faire l'objet d'une présentation dans les prochaines semaines par un de mes collègues radiothérapeutes qui est évidemment beaucoup plus connaissant de ce genre de traitement-là et qui pourrait répondre plus en détail à vos questions. Ceci dit, c'est des thérapies qu'on a l'habitude de côtoyer. Puis, j'ai plein de patients qui en subissent et que je suis par la suite. Ça implique une planification, donc des scanners de planification, des résonances magnétiques qui nous permettent d'évaluer la grosseur de la prostate. Parfois, on doit implanter des marqueurs prostatiques. Ça permet de bien identifier l'endroit où on doit orienter les rayons. C'est un traitement qui se fait en fait une fois par jour. C'est généralement 20 à 28 séances qui ne sont pas tellement longues, qui prennent 15 à 20 minutes. Ça permet de poursuivre les activités quotidiennes. Ça fait partie des avantages de la radiothérapie, c'est-à-dire que c'est une thérapie un peu moins radicale que la chirurgie. Ça a un comportement un peu plus indolent, c'est-à-dire que oui, c'est contraignant parce que pendant un mois et demi, on doit très souvent aller à l'hôpital pour de courtes périodes, mais ça ne nuit pas beaucoup aux activités de la vie quotidienne ou professionnelle. Ceci dit, ça génère une fatigue qui est non négligeable. Puis ça va quand même faire qu'à terme, on va développer des effets secondaires qui sont assez semblables quand on parle de la fonction urinaire ou de la fonction érectile. Après une année, après une chirurgie ou après de la radiothérapie, les indices de qualité de vie sont très semblables. Les avantages, c'est qu'il y a potentiellement moins de dommages au nerf érectile, mais c'est des dommages qui, comme je vous dis, sont cumulatifs. Alors, quand on regarde vraiment des études qui sont bien faites après une année, la qualité de vie et l'impact sur la qualité de la vie sexuelle est très semblable. C'est moins de 15 minutes par traitement, ce qui, dans certaines circonstances, peut être un avantage, dépendamment d'où on habite. Si on habite à 3 heures du centre de radiothérapie, je vous laisse deviner que ça représente quand même pas mal de voyagements pour avoir un traitement de cet ordre-là. Fait que ça peut parfois être une raison de préconiser un traitement qui est plus
radicale telle une chirurgie. Il n'y a pas d'hospitalisation, il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas d'incontinence urinaire d'effort comme on peut en retrouver quand on fait de la chirurgie. Par contre, on peut développer des symptômes qu'on dit irritatifs, c'est-à-dire des envies fréquentes, pressantes de faire pipi, qui encore là ont un impact significatif sur la qualité de vie. Donc, les inconvénients, je les ai mentionnés un peu au fur et à mesure. Je ne vais juste pas trop me répéter. Un des inconvénients qu'on a quand on fait de la radiothérapie, c'est qu'on n'a pas de spécimen de prostate qu'on enlève comme dans une chirurgie. Donc, on n'a jamais le diagnostic complet et total de la prostate. C'est beaucoup plus l'évolution qui va nous le dire. On associe souvent la radiothérapie à de l'hormonothérapie, ce qui fait que très rapidement, le PSA va diminuer de façon très significative. Ce n'est pas une diminution qui est factice, mais ce n'est pas comme si on avait enlevé la prostate et qu'on avait enlevé toute la source de PSA. Donc, c'est vraiment le recul qui va nous permettre de savoir si on a bien contrôlé, voire éradiqué la maladie. Ce n'est pas un mauvais traitement du tout, la radiothérapie. Puis comme je vous ai mentionné tout à l'heure, dans plein de circonstances, c'est tout à fait équivalent à la prostatectomie. On parle un peu de philosophie ici, à savoir si c'est important ou pas d'avoir complètement enlevé la prostate plutôt que de s'être basé uniquement sur le toucher rectal ou la résonance magnétique. Mais il reste que c'est un avantage de la chirurgie. La curithérapie, je pense que j'ai passé une diapo, oui, là, voilà. La curithérapie, ben, c'est une option dans certaines circonstances où on va mettre des implants radioactifs dans la prostate. Ça nous permet, en fait, de mettre des implants qui vont dégager de la radioactivité pendant plusieurs mois et qui vont atteindre les cellules de prostate. Il y a certaines précautions à prendre quand on est au contact d'enfants ou de femmes enceintes à cause justement de la radioactivité, mais ça, ce n'est pas des choses qui sont prises à la légère, qui sont toujours très bien expliquées par les équipes de radiothérapie. Quand on parle de curithérapie à haut débit, ben, c'est qu'on fait de la curithérapie et en plus de ça, on ajoute la radiothérapie externe. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est pour faire moins de traitements généralement de radiothérapie avec moins de radiation. L'espoir de tout ça, c'est d'avoir un bon traitement oncologique, c'est-à-dire de guérir le cancer et de minimiser les effets secondaires qui sont dus au traitement, soit de la curithérapie ou de la radiothérapie. Les avantages de la curithérapie, c'est que c'est relativement rapide. Ça se fait tout de même sous anesthésie, puis ça se fait généralement dans un setup qui ressemble un petit peu à une salle d'opération. Il y a potentiellement moins de dommages aux tissus voisins, là, que ce soit les nerfs érectiles ou le rectum. Ça permet de poursuivre les activités quotidiennes plus rapidement que si on avait eu une chirurgie. La récupération est plus rapide quand on parle d'une curithérapie à bas débit. Quand on fait une curithérapie à haut débit, ben, ça demande quand même certaines séances en externe, donc c'est déjà un peu plus contraignant. Pour pouvoir faire de la curithérapie, ben justement, ça nous prend une taille de prostate qui est raisonnable, entre guillemets. Il ne faut pas qu'elle soit trop petite, parce que si elle est trop petite, on n'est pas capable de mettre d'implant. Il ne faut pas qu'elle soit trop grosse, parce que si elle est trop grosse, on n'est pas capable de mettre suffisamment d'implants pour avoir un impact. Il ne faut pas avoir de difficultés urinaires, parce que ça va faire péricliter la fonction urinaire de façon importante. Chez des gens qui sont déjà dans un certain état d'instabilité, le fait de faire de la curithérapie, ben, ça peut faire qu'ils ont encore plus de difficultés à faire pipi. Et il faut être éligible à l'anesthésie, ce qui est un peu un oxymore. Là, si on décide de faire de la chirurgie, ou si on décide de traiter un cancer de la prostate, c'est parce qu'on pense que l'espérance de vie des gens le permet. Puis très généralement, on est capable de faire de l'anesthésie chez ces patients-là. Les inconvénients de ça, c'est qu'encore là, on ne peut pas établir complètement le stade pathologique de la maladie. Il y a certaines options de rattrapage qui sont en investigation, c'est-à-dire que quelqu'un qui a eu de la curithérapie puis qui présente une récidive de son cancer de la prostate, ça complique certainement la prise en charge subséquente. Quoique dans des centres d'excellence, on prenne ces patients-là en charge, puis il nous arrive même de faire de la chirurgie après de la curithérapie, mais ça prend vraiment des circonstances particulières. Et puis, ça peut donner également des troubles urinaires qui sont significatifs. J'ai une diapo voilà, qui apparaît tranquillement. Donc, vous voyez les différents avantages puis les inconvénients. C'est une diapo résumée qui reprend finalement tous les éléments que je vous ai mentionnés.
Euh, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que toutes ces options-là sont considérées comme étant des options de traitement de cancer de la prostate, mais ne sont pas des options pour tout le monde. Ça va dépendre des patients, ça va dépendre de leurs conditions générales, de leur âge, de la biologie de leur cancer. Dans certaines circonstances, ben, je dis à mes patients, vous êtes chanceux dans votre malchance, vous êtes un très bon candidat à plus qu'une option de traitement. Il n'y en a pas une qui est supérieure à une autre. Dans d'autres circonstances, sans être très directif, on leur suggère qu'il y a des traitements qui sont meilleurs, que ce soit de la radiothérapie ou de la chirurgie. Comment fait-on pour choisir? Ben, je vous l'ai mentionné tout au long de la présentation. Ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de votre âge, de votre état de santé, de votre espérance de vie, de votre type de cancer, des valeurs, de la fonction érectile, de la fonction urinaire. Des fois, on a des discussions sur la surveillance active avec des patients qui n'ont pas de vie sexuelle depuis très longtemps, puis chez qui ce n'est pas un enjeu significatif. Puis à cause de ça, ben, ils ne sont pas très demandeurs de retarder un traitement puisque ça ne fait pas beaucoup partie de leurs préoccupations. C'est sûr que la fonction urinaire, c'est une chose différente, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent des incontinences significatives. Donc, c'est important d'être à l'écoute, puis c'est important de bien questionner nos patients afin de voir ben, qu'est-ce qui correspond le mieux à leurs attentes. Quand on a une maladie à faible risque, ben, on suggère vraiment de faire de la surveillance active pour éviter les effets secondaires du traitement. Il y a des maladies qu'on traite parfois par insistance des patients, puis on a évidemment d'excellents résultats oncologiques, c'est-à-dire qu'une maladie qui n'aurait pas évolué sans traitement, très généralement une très bonne évolution en faisant un traitement qui est parfois un peu trop agressif. Quand on a un risque intermédiaire, ben ici, la balance illustre bien que selon la discussion, selon les attentes, selon les besoins des gens, ben, les traitements peuvent être tout à fait équivalents. Puis je pense que tous les urologues que je côtoie, puis les radiothérapeutes que je côtoie sont d'accord avec cette affirmation-là. Souvent, on va suggérer aux patients de rencontrer un radiothérapeute pour qu'ils discutent avec eux, pour qu'ils voient un peu c'est quoi leur perspective, ce à quoi ils peuvent s'attendre, qu'ils peuvent concrètement savoir, qu'ils puissent complètement savoir de quel genre de traitement, de quel genre de planning même de thérapeutique il va être question. On a la chance, en cancer de la prostate, de ne pas être pressé par le temps. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a le temps de réfléchir, on a le temps d'aller chercher de l'information, puis on a le temps d'accompagner les patients dans une prise de décision, ce qui est un luxe quand même en oncologie, parce que parfois on est pressé, puis juste le fait d'être pressé par le temps, ça fait qu'on ne prend pas des décisions intempestives, mais qu'on n'a pas le temps de les digérer. Quand on a une maladie à haut risque, ben, parfois on peut vouloir préconiser la chirurgie. Plus les patients sont jeunes, plus ils sont en santé, ben, plus on va vouloir être très agressif pour essayer d'enlever la maladie à sa source, puis éventuellement associer d'autres traitements, là, que ce soit de la radiothérapie adjuvante ou d'autres thérapies. Donc, dans certaines circonstances, on va penser que la chirurgie est supérieure. Plus les patients sont jeunes et en bonne santé, évidemment, plus les patients ont des comorbidités, bien, plus la chirurgie n'est pas anodine. Donc, il faut en récupérer de cette chirurgie-là. Puis, si on a beaucoup de problèmes de santé, ou bien si on peut présager qu'une intervention va être difficile à cause de chirurgie antérieure, à cause d'habitus corporels particuliers, ben, on peut se poser la question de savoir si la chirurgie est oui ou non une bonne idée. Plus on avance en âge, ben, plus on va avoir tendance à préconiser la radiothérapie. Pas nécessairement parce que c'est un moins bon traitement, mais parce qu'on pense que le bénéfice de faire de la chirurgie radicale est moins là. Puis on pense aussi, en fait, on sait à partir de données que plus on fait de la chirurgie chez les patients qui avancent en âge, même s'ils sont en excellente santé, la récupération fonctionnelle est moins bonne. Quand on a des symptômes urinaires qui sont importants, ce qui n'est pas la majorité de nos patients qui sont diagnostiqués, mais il y en a quand même significativement des hommes de 65-70 ans qui ont beaucoup de difficultés à uriner, puis ça n'a rien à voir avec le cancer, ça a plutôt à voir avec une prostate qui grossit avec le temps, ce qu'on appelle de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ben, quand on a des symptômes urinaires importants puis qu'on fait de la radiothérapie, ça exacerbe ces problèmes-là. Donc, ça peut donner encore plus de problèmes. Ça peut faire que les patients sont en rétention urinaire, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas capables d'uriner sans qu'on leur installe un cathéter ou une sonde, puis qui vont nécessiter un genre d'intervention par la suite pour les aider à uriner. Quand c'est possible, ben, on a tendance à préconiser la chirurgie dans ces circonstances-là. Encore là, avec les mêmes limites, là, c'est-à-dire que si on a 82 ans puis un cancer de la prostate, la chirurgie n'est jamais une option, même si on a beaucoup de symptômes urinaires. On va être beaucoup mieux servi par de l'hormonothérapie, de la radiothérapie et éventuellement une chirurgie par voie endoscopique qui n'est pas une chirurgie de cancer.
Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait le traitement? Oui, je ne sais pas si quelqu'un a une question. Je sais pas, c'est vous, Winston, qu'on entend? Non, ça va? Euh, donc, quand il y a une hausse de l'APS après une chirurgie ou une radiothérapie de la prostate, ben, il faut savoir l'interpréter. Une question qu'on a très souvent dans nos bureaux, c'est si j'ai plus de prostate, comment ça se fait que j'ai un APS qui peut augmenter? Ce qu'on sait de la biologie du cancer de la prostate, mais de pratiquement tous les cancers, c'est qu'au jour d'un traitement, il y a toujours des cellules de cancer qui sont en circulation. Donc, il y a des cellules qui sont déjà pas allées essaimer ailleurs, mais qui ont le potentiel de le faire. Quand on enlève une prostate, il ne devrait plus y avoir de PSA. Si on mesure du PSA, c'est qu'il y a des cellules qui ne sont pas nécessairement très actives, mais qui existent puis qui sont présentes quelque part dans l'organisme. Donc, c'est pour ça qu'on suit le PSA. Autant le PSA est controversé avant de poser un diagnostic de cancer de la prostate, parce qu'il y a plein de pathologies tout à fait bénignes de la prostate qui peuvent donner une élévation du PSA. Quand on n'a plus de prostate ou quand on a eu un traitement pour un cancer, le PSA devient extrêmement sensible. Ce qui fait qu'on est très chanceux de l'avoir comme urologue puis comme radiothérapeute, parce que ça nous permet de mesurer des degrés d'activité cancéreuse qui sont infinitésimaux, donc des maladies qui sont très peu significatives qu'on ne pourrait jamais mesurer sur des radiographies, sur des scanners, sur des scintigraphies. C'est pour ça qu'on les suit de proche pour être capable de prendre ces maladies-là en amont. Le suivi du cancer de la prostate est aussi long que l'évolution naturelle de la maladie. Quand on diagnostique un cancer, souvent je dis à mes patients, même à ceux chez qui je suggère des traitements, que si on ne faisait rien pendant 5 ans, probablement qu'il ne se passerait pas grand-chose. C'est long, 5 ans en cancer. De fait, en cancérologie, généralement, après 5 ans, après un traitement, on estime qu'on est en rémission complète si on n'a pas d'évidence qu'il y a de la maladie. En cancer de la prostate, on étire l'enveloppe beaucoup plus longtemps parce que c'est des maladies qui ont une évolution beaucoup plus lente. Donc, généralement, on dit qu'un suivi de 10 ans, si on n'a aucune activité de PSA ou d'APS qui peut être mesurée, c'est suffisant. Par contre, si l'APS demeure détectable dans certaines circonstances, on peut étirer notre suivi encore plus long. Donc, à chaque suivi, on demande un APS, puis des variabilités de l'APS, tant que c'est très bas, bien, ça ne nous inquiète pas beaucoup, mais la vitesse à laquelle ça change, puis la progression de l'APS, parfois, vont nous laisser suspecter que peut-être qu'il y a une maladie qui récidive, puis que peut-être qu'on doit envisager des investigations supplémentaires pour prendre en charge cette nouvelle réalité-là. Ici, ça illustre assez bien un APS, en fait, au diagnostic. On voit que l'APS augmente tranquillement, puis là, soudainement, il y a un diagnostic qui est posé, puis on va faire une prostatectomie radicale. On n'a pas sur l'axe ici, on n'a pas de valeur, mais on peut imaginer qu'on a un PSA, par exemple, à 10 ici, on enlève la prostate, bien, très rapidement, ça tombe à 0. C'est ça notre objectif. On va parler d'une récidive biochimique. Biochimique, ça veut dire qu'on mesure dans le sang qu'il se passe quelque chose, mais on n'arrive pas à imager ou à voir, les patients ne sont pas symptomatiques de ça. Au-dessus de 0,2, on va parler donc d'une récidive biochimique. On n'arrive pas à mettre en évidence des métastases dans ces circonstances-là, puis parfois, on va vouloir faire de la radiothérapie de rattrapage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la prostatectomie, on peut donner des doses différentes de radiothérapie sur le site où il y avait la prostate pour aller stériliser les petites cellules qui semblent être encore présentes. Quand on fait un suivi au long cours, bien, il peut arriver, très heureusement, pas si souvent que ça, que le PSA se remette à augmenter. Et ça veut dire qu'il y a une activité cellulaire qui est présente. Si on observe ces patients-là et qu'on ne fait jamais de traitement, bien, ça peut effectivement donner des PSA qui augmentent jusqu'à dans les centaines, voire dans les milliers. Puis ça corrèle directement avec la présence de métastases, donc de maladies qui apparaissent ailleurs qu'à l'endroit où il y avait la prostate. Quand on fait de la radiothérapie, ben, la situation est un peu différente, mais on fait un traitement, puis parfois on y associe des hormones qui vont nous permettre de couper la testostérone, qui est finalement les vivres là, pour les cellules de cancer de la prostate. Le PSA ne devient jamais à 0. Il va baisser de façon très significative, mais il va se situer généralement sous 1, puis généralement autour de 0,3, 0,4, 0,5. Puis on veut le maintenir à ce niveau-là. Pourquoi il reste du PSA quand on fait de la radiothérapie? C'est qu'il reste du tissu prostatique qui n'est pas nécessairement cancéreux. Il y a des cellules de prostate qui ont toujours ce potentiel de sécréter du PSA, bien qu'il y ait eu de la radiothérapie. Donc, en conclusion, ça va nous amener aux questions de l'auditoire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne traite pas tous les hommes. On essaie de sélectionner les hommes qui vont bénéficier d'un traitement. Bénéficier d'un traitement, ça veut dire pas avoir plus de préjudice, pas avoir plus d'effets secondaires en fait, du traitement que de bénéfices potentiels. On peut guérir la très grande majorité des cancers de la prostate quand ils sont détectés tôt.
Il y a des effets secondaires aux différents traitements, puis c'est notre travail de médecin d'expliquer ce qu'ils sont. Mais c'est important aussi que les patients comprennent puis acceptent jusqu'à un certain point ce que ça veut dire. Ça prend toujours une certaine résilience quand on a un traitement pour cancer, en particulier pour cancer de la prostate. La fonction érectile et la vie sexuelle sont souvent des clés de voûte dans nos discussions. Puis ce que j'essaie de transmettre comme message à mes patients, c'est que ça prend une certaine résilience, que la vie sexuelle va changer. Érection ou pas, la vie sexuelle peut toujours exister puis peut toujours être satisfaisante, à la fois pour les hommes et pour les femmes ou pour les partenaires hommes quand c'est le cas. C'est juste important de le comprendre puis de l'accepter. Une fois qu'on est bien préparé, il y a des gens qui n'ont pas d'érection, mais qui n'ont pas nécessairement une vie sexuelle qui est pas satisfaisante. Puis, je pense que de les accompagner puis d'avoir des attentes réalistes aussi, ça permet d'avoir de vivre avec les conséquences de ça plus facilement. On est capable de prévenir les complications, mais aussi de les traiter. Quand c'est le cas, on peut même avoir nécessité ce qu'on appelle des sphincters artificiels quand on a de l'incontinence de façon significative. Il y a même jusqu'à des prothèses péniennes chez certains patients très demandeurs d'avoir des érections après des traitements. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. Évidemment, on essaie de les éviter, ces complications-là, mais une fois qu'on les a, on n'est pas dans une situation sans repos. Alors, l'espoir pour le futur, nos soins s'améliorent toujours. Les traitements standards d'aujourd'hui ne sont pas tout à fait les mêmes de ce qu'ils étaient il y a 15 ans. Il y a toujours des importantes avancées qui se font, tant dans les techniques chirurgicales que de radiothérapie, mais également dans les maladies plus avancées. Alors, c'est sûr qu'on est tous dans les milieux universitaires investis dans une perspective d'amélioration de ce qu'on fait, puis amélioration de la prise en charge du traitement, puis de ses complications. Ça reste quelque chose d'assez important, la recherche, puis je pense qu'il ne faut pas hésiter à la fois comme clinicien à s'y investir, mais le soutien d'organismes comme Procure qui nous aident à développer des traitements, puis à développer des ressources pour tout ça, est certainement essentiel. Alors voilà. C'est le temps des questions. Je vais redonner la main à Winston. Merci beaucoup, Thierry. Merci. J'aimerais d'abord dire que votre exposé était extrêmement rassurant et que l'information est complète et franchement, merci beaucoup. Et oui, c'est effectivement le moment pour passer à nos questions. La première étant, quel est le délai acceptable qui ne fera pas progresser mon cancer de stade 2 avec un Gleason de 4+3? La biopsie a eu lieu en avril 2022. Alors, c'est une question en fait qu'on doit se poser beaucoup ces dernières années à cause de délais chirurgicaux qui nous sont imposés, pas par personne de mal intentionné, mais par le contexte de la COVID en particulier. On a la chance d'avoir de la littérature médicale qui nous dit que des délais de 6 mois sont très généralement peu préjudiciables pour ce genre de maladie-là. Encore là, il n'y a pas de réponse absolue à cette question-là. Puis quand on prend des décisions cliniques de retarder des traitements, il faut toujours comprendre qu'il y a un faible risque de progression. Généralement, un délai de 6 mois, puis au premier jour après les 6 mois, la maladie se met pas à galoper. Mais ce qu'on a étudié un peu malgré nous, parce qu'on avait des banques de données de patients qui avaient dû subir ou avoir des attentes significatives, on sait qu'il n'y a pas eu de préjudice sur l'évolution de leur maladie. J'ai envie de dire que ça, c'est probablement un délai qui est raisonnable pour décider d'aller de l'avant vers un traitement. Juste une petite parenthèse là, par rapport à un patient comme celui qui nous est décrit. Il y a des patients, des fois, qui ont des maladies tout à fait comme celle qui nous est décrite puis qui veulent de la surveillance active. Bien que ça sorte un petit peu des standards, dépendamment de l'âge et des circonstances, il nous arrive de faire de la surveillance active. Mais c'est encore là une décision qui est toute partagée. Puis on explique aux patients qu'on n'a pas de boule de cristal. Mais c'est sûr que dans une période de 6 mois, c'est très atypique que la maladie va progresser de façon significative. Puis si c'était le cas, on peut se poser la question si faire un traitement 4 mois plus tôt aurait changé l'évolution d'une maladie si atypique. Il y a des questions comme ça qui sont de façon très réaliste difficiles à donner ces réponses. La prochaine personne a 70 ans. Son cancer est de grade 2, 3+4. Son PSA, son APS est de 5,7 et son neuro lui dit qu'il est localisé d'un côté de ma prostate. Alors, je suis en forme, actif, pas de symptômes. Je préfère ne pas traiter.
est-ce que je pourrais le regretter et combien de temps avant les métastases? Ben, en fait, c'est exactement la situation que je vous ai décrite il y a deux minutes là, en répondant à la première question. Euh, Est-ce qu'on peut le regretter? La réponse, c'est malheureusement oui. Est-ce que quand on fait de la surveillance, par contre, probablement que votre urologue ne vous a pas suggéré de plus jamais vous revoir parce que vous ne voulez pas l'écouter. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des PSA peut-être un peu plus rapprochés. Puis c'est certain que dans un espace de 3 à 4 mois, c'est très peu probable que la maladie progresse de façon significative. J'ai personnellement plusieurs patients qui sont tout à fait comme celui qu'on nous décrit. Puis après ça, ben, la discussion dépend de ce que les gens sont prêts à vivre, mais il est très possible de faire une surveillance chez un patient comme ça en comprenant que ça se peut que le jour où on décide d'intervenir, ben, la maladie ait progressé un peu plus. Il faut comprendre aussi, le monsieur dont on parle a 70 ans, mais plus on avance en âge, plus il y a des options telles que l'option chirurgicale qui n'en sont plus. Alors, si c'est quelqu'un qui est enclin à avoir un traitement chirurgical, par exemple, ben, si on attend 4 ans, c'est certain que la seule option qui va s'offrir à nous, c'est de la radiothérapie, qui n'est pas nécessairement une mauvaise option, mais ça fait partie des réflexions à avoir. D'accord. Prochaine question. Nous avons 3 générations de cancer de la prostate dans ma famille, grand-père, le père et 2 des frères aussi. Je viens de recevoir un diagnostic avec un Gleason de 6 à 62 ans. Mon urologue suggère la surveillance. J'hésite en raison de notre histoire de famille. Alors, devrais-je traiter mon cancer? Ah, ben, c'est une bonne question, puis qui est malheureusement plus fréquente qu'on s'imagine. Euh, c'est très important dans la question du dépistage, les antécédents familiaux. Quant à l'agressivité du cancer, on ne peut pas présumer que parce que notre grand-père est décédé du cancer de la prostate, c'est ça qui va nous arriver. Ça peut mener à un diagnostic, mais ça reste quand même une maladie qu'on devrait considérer comme étant à faible risque. Maintenant, encore là, c'est le fruit de la discussion qu'on a avec nos patients. Juste dans la formulation qu'on a ici, on comprend que la personne est préoccupée par sa maladie. Je pense que notre premier travail, c'est de s'intéresser à ces préoccupations puis d'y répondre adéquatement. Puis si on n'arrive pas à apaiser jusqu'à un certain point les patients avec ces explications-là, ben, ça reste une option, un traitement radical. Mais comme je dis souvent à mes patients, la meilleure décision, c'est la vôtre. Il faut juste y réfléchir et être à l'aise avec ses conséquences. Ben, il y a beaucoup de stress dans tout ça, hein, de l'angoisse, c'est sûr, c'est omniprésent. Alors, prochaine question. Mon conjoint a 60 ans et sous surveillance depuis 2019. Il a eu sa 3e biopsie. Mes questions sont, peuvent-elles répandre les cellules cancéreuses ailleurs, dans les tissus environnants? Et combien de biopsies aura-t-il encore avant d'arrêter cette intervention? Alors, ben, l'SMH, c'est quand même bien documenté que c'est pas quelque chose de préoccupant dans 99% des cas, sauf dans des maladies très atypiques. Donc, je pense pas que l'SMH devrait être l'SMH, c'est-à-dire le fait de répandre des cellules de cancer à l'extérieur de la prostate en faisant des biopsies, c'est pas une préoccupation qu'on devrait avoir. Combien de biopsies on va avoir? Ben là, ça dépend beaucoup, soit du protocole dans lequel le patient est inclus, soit de son âge, soit de son évolution. Je dirais que de faire 2, 3 biopsies, c'est très standard. Généralement, quand on multiplie les biopsies et qu'on est rendu, ça n'arrive pas, là, mais qu'on se rend à 10, 12, ben, je pense qu'on devrait se poser des questions sur intervenir plus vite. Mais on peut pas, je ne peux pas dire combien de temps ça va durer. Il y a des patients chez qui, personnellement, j'ai fait 2, 3 biopsies, puis ça fait 5 ans qu'on n'en fait pas parce que les choses sont stables. Je vous ai parlé des limites de la biopsie en début de présentation, c'est-à-dire que quand on fait un échantillonnage, il est possible qu'on manque un petit foyer de cancer, mais quand on refait une biopsie, si le cancer n'est pas plus significatif, c'est très rassurant. A fortiori, quand on fait une 3e biopsie puis que le cancer n'a pas progressé sur notre biopsie, même si on l'avait manqué la première fois, ben, on est d'autant plus confiant parce que là, on a fait 36 biopsies, c'est certain, pas exactement au même endroit. Donc, c'est rare qu'on arrive à faire des dizaines de biopsies, là, je vous rassure. Généralement, après 4, voire 5, sauf dans des circonstances exceptionnelles, on n'a pas besoin de les répéter. Ouais. Dans mon cas, c'était 2. La première fois, ils n'ont rien vu et la deuxième fois, ben, ça y était. Alors, on a fallu prendre une décision après ça. Autre question. J'ai 50 ans, je suis sous surveillance active depuis 3 ans. Mon APS ne bouge pas. Mon inquiétude est de me retrouver à 69 ans à devoir choisir un traitement alors que je ne serai pas aussi en forme qu'aujourd'hui. Alors, devrais-je traiter mon cancer?
Ah ben, c'est une bonne question, puis j'ai envie de vous répondre avec philosophie qu'on doit être résolument ancré dans le présent. Euh, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, là, pas moi plus que vous. Puis je pense qu'il faut prendre une décision au jour d'aujourd'hui avec votre réalité d'aujourd'hui, puis pas nécessairement vous projeter dans l'avenir. Vous avez sans doute tous des exemples autour de vous de gens qui ne devaient pas avoir d'accidents, qui ne devaient pas avoir d'autres maladies ou d'autres problèmes. Alors, se projeter dans un avenir relativement lointain, là, quand on parle de cancer comme ça ne me paraît pas nécessairement avisé. Après, encore là, on revient à l'anxiété. Si quelqu'un a ces préoccupations-là puis que ça l'envahit, ben, peut-être que d'intervenir n'est pas une mauvaise décision. D'accord. Autre question, chirurgie en 2015 à 59 ans. En août 2020, 5 ans plus tard, mon APS était de 1,3 et maintenant à 2,15, 2,15. D'un côté, on recommande de la radio, plus de l'hormonothérapie, et de l'autre, d'attendre. Mais scintilles et scans sont négatifs, et comme on ne voit rien à l'imagerie, avoir de la radio plus de l'hormono me dérange un peu. Alors, est-ce que je peux attendre? Je vous avoue qu'il manque un petit peu d'éléments pour moi pour être en mesure de répondre de façon très juste, là. C'est sûr que de façon générale, j'aurais envie de préconiser un traitement chez un patient comme ça s'il est en bonne santé. Parce qu'il y a quand même un PSA qui a bougé de façon significative. Le risque de retarder des traitements, ben, c'est que la maladie finalement soit plus localisée. Puis en étant à distance, ben, on n'a plus de visée curative en faisant de la radiothérapie de rattrapage. Encore là, gros bémol parce qu'il manque beaucoup de détails pour répondre intelligemment à la question, mais ce serait mon intuition de clinicien. Une des dernières questions, Thierry, on me donne le choix entre une chirurgie ou une radiothérapie avec hormonaux pour un cancer dans 50% de mes deux lobes. Mon Gleason est de 4 plus 3, j'ai 68 ans. J'hésite pour la chirurgie car j'ai peur de me retrouver avec la radio et de l'hormonaux de toute façon après. Ai-je raison? Ben, encore là, sur papier, c'est un patient qui est un bon candidat aux deux genres de traitement. Donc, c'est très difficile de dire que la chirurgie ou la radiothérapie vont être bien supérieures. Euh, des fois, ça dépend comment on présente les choses, mais moi, il m'arrive de présenter la chirurgie avec presque une certitude qu'on va faire de la radiothérapie dans un deuxième temps. Puis on appelle ça une espèce de thérapie sandwich avec l'idée qu'on va vraiment traiter la maladie de façon agressive, mais pour l'éradiquer. Avec les détails que j'ai là, ben, c'est loin d'être certain que le monsieur se retrouvera avec la radiothérapie. On dit qu'à peu près 20 des gens, éventuellement, dans le suivi de leur cancer, vont avoir de la radiothérapie de rattrapage. Mais il n'y a pas de facteur qui me laisse suspecter que chez ce monsieur-là, plus que chez un autre, il va en avoir besoin. Alors, c'est encore là une question bien personnelle, à savoir si on veut subir une intervention chirurgicale ou pas. Effectivement. Sur le plan personnel, en 2003, j'ai eu une prostatectomie radicale et 2 ans plus tard, il y a eu récidive avec un traitement, comme vous le mentionniez tout à l'heure, Thierry, de 28 jours en radiothérapie. Et je dois dire que depuis 2005, je vois mon urologue une fois par année maintenant et mon score Gleason est toujours le même, 0,1 ou 2 ou 3. Généralement, si ça varie, c'est un peu, mais qu'il y a de l'espoir quand à un moment donné, on a peur de la récidive. Ça se traite et tout. Tout à fait. Ben, écoute, écoutez-moi bien, docteur. Toujours le réflexe de vous appeler Thierry d'abord. Mais Ça me on fait va mettre plaisir. fin à la partie, si on veut, à la partie des questions. Je tiens à vous remercier encore une fois pour l'excellence de votre présentation. C'est clair, vous êtes calme, on comprend très bien et je vous en remercie beaucoup. C'est très, très, très apprécié de la totalité, j'en suis convaincu, des gens qui sont à l'écoute en ce moment. Alors, docteur Lebeau, le prochain webinaire aura lieu le 20 septembre prochain à 19 heures, comme d'habitude, lors duquel nous aborderons problèmes urinaires, sexuels ou intestinaux avec le docteur Peter Vavassis, radio-oncologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, vous le connaissez sûrement. Alors, soyez des nôtres et consultez le site procure.ca pour rester à l'affût. Encore une fois, merci Thierry, ici Winston McQuaid, c'était Procure en parle, à mardi prochain. Merci. Vous avez aimé les services de Procure? Alors n'hésitez pas à contribuer
à procure.ca. Merci pour votre générosité.